J'en profite pour mettre un peu de lumière sur un entrepreneur qui a monté son agence immobilière à Dubaï. Je le connais personnellement. C'est une personne de confiance, il pourra vous accompagner sur l'achat de biens immobiliers à Dubaï. Aïe aïe aïe. En direct de Didi Cool TV, là où les choses se passent. Aujourd'hui, je suis avec un invité. On peut dire que c'est un comptable. Parce que si tu carottes ses thunes, ça flait. Ratatata. Alibi Montana. Aïe aïe aïe. Si, frérot, on est là. Alors, comment va? On est là, en vivant, en direct, ça va. On est là? Si, Bon si. alors, vas-y, on va commencer l'interview fort. Et je veux que tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas. C'est ton parcours jusqu'à aujourd'hui. Bah écoute, Alibi Montana, donc rappeur, mais pas que. On peut dire acteur, écrivain un peu. Et 5 albums solo, 2 albums en duo, avec L.I.M, avec Alino. Un album aussi avec Zoné Kaimer. Donc voilà la discographie. Et puis plein de mixtapes, de compilations, de feats dans tous les sens. D'accord, d'accord. Mais comment tu arrives au alibi d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait l'alibi d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a monté? Qu'est-ce qui t'a façonné? Ben, c'est le parcours, hein, on va dire. Hein, c'est-à-dire des débuts où je freestylais dans les halls avec les potes à la Courneuve sans vouloir faire de disques ni rien du tout, jusqu'à la première compilation. C'était chez Visla Record à l'époque. Et après, avec la rencontre avec Bayef, où on va trouver qu'on pense pareil et qu'on va faire un bout de chemin dans le rap, ce qui va m'amener à mon premier album, 1260 jours. Et 1260 jours va ouvrir la porte pour moi et pour tous les gens de Menace Record. Et avant tout ça, tu sais, je voudrais savoir le alibi, le petit alibi. Hein, comment il était en cours? Est-ce que tu étais quelqu'un qui a fait des longues études ou qui... Alors, j'étais jusqu'au bac pro, mais j'étais un élève assez perturbateur quand même. Je vais pas le cacher. Intelligent, mais perturbateur. Et donc, du coup, je pense que c'est pour ça que j'ai pas été plus loin dans les études. Mais je garde pas un mauvais souvenir de l'école parce que j'ai quand même appris des choses qui me servent aujourd'hui à l'heure actuelle. Parce que là, on sait, quand on entend Underground Haïti. T'es né en Haïti ou tu sais, Ouais. t'es né en Haïti, t'es venu en France? Je suis né en Haïti, je suis arrivé en France à peu près à 2 ans et demi. Donc, faut savoir que je suis arrivé en France donc, avec mes parents parce que mon père, c'était un opposant au régime des Duvalier et qu'à un certain moment, ben, il y a des amis à mon père qui se sont fait tuer. Et Parlait tonton Macoute. par les tontons Macoute, les gens qui travaillaient avec Duvalier. Et mon père a entendu l'écho comme quoi que lui, il était sur la liste. Du coup, il a eu peur pour lui, mais aussi beaucoup pour sa famille. Et c'est pour ça que, avec les contacts qu'il avait en France, on a décidé, enfin, lui, avec ma mère, ont décidé qu'on vienne en France. Pourquoi pas les États-Unis? Parce qu'on sait que Little Haïti, tout ça, c'est le territoire bis d'Haïti, tu vois? Ben, en fait, pourquoi j'ai posé la question à mon père parce que il a des frères qui, lui, sont partis aux États-Unis et même sa grande sœur. Et en fait, mon père il m'a dit il a choisi la France parce que déjà, à l'époque, il avait énormément d'échos sur les États-Unis et qu'il pensait que lui, c'était mieux la France pour élever des enfants. D'accord. Et ce que j'ai cru comprendre, c'est que ton père, tes parents sont décédés rapidement. Ah, Euh, rapidement, non, pas rapidement. Disons que mon père, il est décédé, lui, un peu avant. On va dire, je devais avoir dans les 17, presque 18 ans, quoi, tu vois. d'accord. Voilà. Et puis ma Parce mère que après. j'ai entendu que tu as dû prendre la relève des bails. Donc c'est ce qui t'a poussé dans l'illicite en quelque sorte. Oui, on va dire que oui, parce qu'en fait, après, quand ma mère, elle est décédée, en fait, je me suis dit, je veux pas que mes frères et sœurs, ils changent d'habitude, qu'on ait à nous prendre l'appartement, que ceci, que cela. Donc, en fait, j'ai tout fait comme si mes parents, ils étaient encore là. Et c'est vrai que ça m'a fait rentrer dans l'illicite parce que, bon, fallait payer le loyer, fallait s'occuper des frères et sœurs, fallait faire tourner la maison. Et voilà, j'ai pris le moyen qui était juste devant moi, qui était à ma portée pour faire ces choses-là, quoi. Et au Voilà. final, est-ce que ça t'a pas apporté plus de tort que de bien? Parce que tu sais, bah, comme tout le monde sait, tu es allé en prison pour homicide volontaire. Ouais, mais après, ça c'est un peu plus tard quand même. C'est-à-dire que j'ai quand même eu le temps, tu vois, de m'occuper de mes frères et sœurs, de veiller à ce qu'ils aillent à l'école, à ce qu'ils mangent bien, à ce qu'ils soient habillés, tout ça.
Et puis, la durée, on va dire, dans l'illicite, le fait que je suis resté longtemps dedans, ben, à un moment, ben, c'est normal. On commence à te remonter, il y a des enquêtes sur toi. Et puis après, et puis comme aussi, on avait aussi, en plus de la police, des ennemis qui faisaient la même chose que nous, ben, après, ça fait boule de neige entre la police, les ennemis. Et voilà, ça a amené à tout tas d'histoires qui m'ont conduit en prison. Parce que tu disais dans un de tes sons, les flics te laissent faire de l'argent pour mieux te faire béton. Ouais. C'est une réalité. C'est une réalité, et ça, c'est quelque chose qui est arrivé dans beaucoup de quartiers, quoi, une histoire pareille. D'accord. Et je voudrais savoir quelle leçon t'as tiré de la street et du rap, en fait. Parce qu'aujourd'hui, t'es un peu moins dans le rap. Parce que je vois, on va revenir, mais tu joues dans les films et tout ça. Et qu'est-ce que t'as tiré de la street et du rap? Non, c'est-à-dire que mon rap, j'ai pu le faire déjà par rapport à la street. Parce que ma musique, c'est la street. Avant de rapper, j'étais déjà dans la rue. Donc, quand tu écoutes mon album 1260 jours, c'est ma vie, c'est tout ce que je fais, c'est les entourages avec lesquels je suis. Donc, je vais dire que mon vécu de rue, de street, c'est ça qui a forgé mon rap et c'est ça qu'on retrouve sur mes albums. Parce que là même, tu parles de ton album et tu parles de tes albums. Et faut parler aussi de Menace Record. Parce que Menace Record, on sait plus qui c'est. Parce que moi, pour moi, Menace Record, c'était toi, Alibi, et ton frère Alino, et une tierce personne. C'est vrai ou c'est... Ben, Menace Record, c'est tout ça. C'est d'abord Baez, c'est-à-dire c'est lui qui a monté le label, qui est venu à ma rencontre justement pour m'exposer sa vision du rap, qui je trouvais qui était comme la mienne, c'est-à-dire le fait de pouvoir faire les choses en indépendant et de pouvoir sauter les barrières que te mettent les gens à cette période-là, où tu as des majors, où tu as des gens qui contrôlent cette industrie. Bon, jusqu'à présent, je dirais que c'est un peu pareil, mais je veux dire, je parle pour notre période à nous, et le fait de vouloir contourner ça. Et moi, je pensais la même chose, et il m'a dit, écoute, bon voilà, on peut faire un bout de chemin ensemble si on pense pareil. Et c'est comme ça que moi, je me suis retrouvé à Menace Record pour faire les projets. Et bien sûr, mon petit frère est rentré dedans aussi. Et puis, on avait les gens qui étaient avec nous, SWAT, ISO, d'autres hommes de l'ombre aussi qui étaient avec nous dans les bureaux de Menace Record. En gros, c'était de la coproduction à la finale, après. On va dire que, ouais, après, ouais, le premier album, donc 1260 jours, Baez l'a produit Entièrement. entièrement après mon incarcération. Parce qu'il faut savoir que juste avant 1260 jours, en fait, j'avais sorti un mini LP qui s'appelait T'as ma parole. Et c'est sur ça qu'il y a le featuring avec Kerry James, où on dit Underground d'Haïti, sur T'as ma parole. Mais quand T'as ma parole est sorti, moi j'avais, on va dire, un pied dans la musique, un autre pied très, très, très dans la rue. Donc ça veut dire que j'avais toutes mes histoires de rue pendant que ce CD-là était dans les magasins. Donc je continuais toutes mes histoires de street. Et les histoires de street m'ont rattrapé, on va dire peut-être 3 mois après la sortie de T'as ma parole, ce qui fait que je me suis retrouvé incarcéré pendant que ce disque-là était dans les magasins. Donc aujourd'hui, là, tu touches à tout. Aujourd'hui, t'es dans la littérature. Et j'ai vu même que ton livre, il a fait plus de 25 000 ventes. Alors, Franchement, c'est quand même beaucoup pour un rappeur, pas un bon, écrivain. Et je t'ai vu, bah, je te vois dans Le Braconnier, c'est ça? c'est ça, oui. Donc, qui est un film qui va sortir. Qui sort à la... Là, on le présente déjà dans les festivals, là, à partir Mhm. de ce mois-ci. Donc, on fait plein de festivals à travers la France, dans plein de villes. Et à la rentrée, il sera disponible pour tout le monde. D'accord. Et je voudrais savoir, tu sais, pour ta vie personnelle, tu vois, Mhm. comment je sais que tu as un enfant qui a au moins... Non, j'ai plusieurs Oui, enfants. oui, je sais que tu as un enfant qui a 25 ans et d'autres qui sont plus petits. Mais Ouais. maintenant, quand ils entendent tes CD, à l'époque de ce que tu disais, t'étais bien hardcore. Comment ils reçoivent le CD et comment tu peux leur dire oui, mais leur faire la morale, or que quand ils entendent dans tes disques, t'es un gars vraiment street à fond. Comment tu peux leur dire ouais, non, faites pas ça? Non, moi, j'ai pas de souci avec mes enfants. À chaque fois que ils ont des questions ou qu'ils ils veulent me parler de certaines choses, franchement, moi, j'en parle avec eux sans détour. Donc, mes enfants connaissent ma vie. Donc, certains ont lu mon livre et beaucoup ont écouté des titres, comme tu dis, ou ont lu des choses. Et quand ils me demandent des explications, ben, bien sûr, je leur explique. Je leur dis, oui, c'est vrai que papa, il a perdu ses parents tôt, il a dû s'occuper de ta tante, de ton oncle.
Et voilà, j'explique par là où je suis passé, mais jamais en le glorifiant. Aussi bien pour mes enfants que quand j'ai l'occasion d'aller voir des jeunes pour échanger avec eux, que ce soit en maison de quartier, dans les prisons ou dans les maisons de correction. Donc voilà, j'assume ma vie telle qu'elle est, mais je suis pas là pour la glorifier. Et c'est la même chose que je fais avec mes enfants. Donc j'ai une discussion franche avec eux, je leur explique les choses, mais je glorifie pas tout ça et toujours avec l'autorité. Parce que on parle, je suis cool avec mes fils et tout. Mes filles, il n'y a pas de souci, mais l'autorité paternelle, elle doit toujours être là. Donc ça veut dire que mes enfants, je suis cool avec eux, mais ils savent que l'autorité paternelle, elle doit être là. Et d'eux-mêmes, ils savent ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire, ou ce qu'ils peuvent dire ou ne pas dire. Et en ce qui concerne ton refrain, Alino, là, on sait qu'il est dans une sauce en ce moment avec ce qui s'est passé avec l'équipe adossée et compagnie. Et No Game, est-ce que toi, t'as été éclaboussé par toute cette affaire, tu vois? Parce que là, je t'avais entendu toi-même dire que à cause de certains problèmes de No Game, les gens, ils voulaient pas fitter avec toi ou ils essaient de te boycotter, des trucs comme ça. Ouais, après, c'est le game, hein. On sait comment il est, ce game. C'est un game qui est très hypocrite. Déjà, même avant ça, déjà, l'hypocrisie de ce game, nous, on l'avait décelé. On sait très bien comment il est. Mais c'est sûr qu'après, par rapport aux histoires que tu viens d'évoquer avec mon frère, c'est sûr que ben, si il y a des gens qui ont une dent contre mon frère et qu'ils ont l'opportunité de faire en sorte que moi, je sois pas sur un événement, pas sur un projet, pas sur ceci, pas sur cela, ils vont le faire. Et ils l'ont déjà fait et ils le font. Donc je suis pas étonné, je suis pas surpris par ça. Et, et les choses, on les assume toujours comme on a tout le temps assumé depuis le début. Comme je dis, mes frères et sœurs, j'ai vécu avec eux sans mes parents. J'ai affronté des problèmes 10 fois pires que ça. Donc ça, en fait, c'est à la limite, ça me fait sourire. Mais comme je t'ai dit, nous, dans la famille, on a toujours tout assumé, on assumera toujours tout. Ok, ok. Et c'est quoi les projets dans le futur? J'ai entendu que, je sais pas si c'est un secret, mais j'ai entendu qu'il y a un deuxième livre qui se prépare. C'est Alibi vous dit ce que la France, vous dit tout ce que la France ne dit pas, c'est ça? C'est vrai, c'est en projet. Avec les éditeurs, on avait déjà parlé déjà de faire un tome 2, tu vois, après De la rue à la rime, parce que, comme tu l'as dit, ça a bien fonctionné. Mais surtout, dans le social aussi, on a vraiment vu que ça avait apporté, parce qu'on a fait une tournée avec le livre où j'étais à la rencontre de beaucoup de jeunes et de moins jeunes aussi, des gens qui sont dans des difficultés, des gens, comme je l'ai dit, incarcérés, maison de correction, maison de quartier, mais aussi des gens même plus âgés que moi et qui ont subi des brisures dans leur vie, tout un tas de problèmes avec qui j'ai pu échanger. Et tout ça, ça a créé quelque chose qui a fait plaisir aussi bien à l'éditeur qu'aux deux journalistes avec lesquels j'ai travaillé. Donc du coup, ils m'ont dit, ouais, c'est vrai que ce serait bien de partir sur un deuxième, mais c'est long à faire. Et je suis pris aussi par d'autres activités que celle-là, aussi bien musicale que maintenant, oui, dans le cinéma, etc. Mais on est dessus. Ce sera prêt quand ce sera prêt, mais en tout cas, on va le faire. Et qu'est-ce qui t'a poussé dans la littérature? Je vois qu'il y a beaucoup de rappeurs aujourd'hui, ils se mettent à écrire des livres. Est-ce que c'est l'aboutissement de leur message tu sais, au début, c'est le message est passé via le rap. Et maintenant, vous avez pris de l'âge où le message passe via les livres. Je sais pas. Je pense que via les livres, oui, le message passe. Et par rapport à un titre qui dure 3 minutes, quand tu peux faire un livre, tu peux vraiment expliquer plein de choses. Et moi, dans mon livre, bien sûr, il y a la musique qui a une place importante, mais ma vie aussi familiale, comment ça se passait, le alibi gamin, tout ça, j'ai pu développer. Et, euh, et pour rien cacher, c'est beaucoup à l'initiative de Laurent Louis et Dominique, qui sont deux journalistes, des pigistes qui travaillent pour plein de journaux, Paris Match, etc. Ils écrivent dans plein d'autres journaux. Et eux, ils avaient beaucoup chroniqué des albums à moi. Ils m'avaient suivi aussi en tournée. Et à l'époque où j'étais directeur de la radio RTSF, Voilà, ils sont, je voulais rebondir sur ça aussi, que tu étais directeur. voilà, ils sont venus faire un sujet en fait sur ma radio. Et ils m'ont parlé dans le bureau, tout ça. Ils m'ont dit, je pense que ce serait bien de faire un livre. Parce que sur un livre, tu pourrais parler bien sûr de ton rap, de la musique que tu fais, mais de tous les à côté. Parce que eux, ils savaient que j'étais parrain d'association, que je faisais pas mal d'autres choses hors musique. Et ils m'ont dit que justement, dans un bouquin, tu pourrais développer tout ça. Et c'est comme ça que eux, ils m'ont convaincu d'écrire ce livre de la rue à la rime.
Et le alibi directeur de radio, est-ce que c'est le alibi de Menace Records qui va chez Sony? Non, non, pas du tout. Parce que le alibi de Menace Record avec Baez, avec les gens de Menace, on n'allait pas pour rigoler. Ah, alors ça, que... je sais, ça, dans tout le milieu, on a entendu parler de Menace. On a entendu parler de Menace. Voilà, on n'allait pas pour rigoler. Donc voilà, on allait pour faire les choses franchement. Et on les a fait, franchement, en assumant tout ce qu'il y a eu derrière. Et tandis que le alibi qui avait la casquette de directeur de radio, ben non, j'étais là pour faire en sorte que la radio elle tourne bien. J'ai essayé de créer des choses le plus possible. C'est-à-dire, bien sûr, en accordant une grande place à l'urbain, mais pas que. J'avais mis en place des émissions où on écoutait des musiques différentes, de sport, de cinéma, même des émissions des libres antennes, où j'avais fait venir une nana, justement, qui écoutait les gens avec leurs différents problèmes et qui leur répondait. Et j'avais essayé de faire une grille éclectique, et je garde un très bon souvenir de ça. Et la plupart des gens avec qui j'ai l'occasion d'en parler aussi gardent un assez bon souvenir de la radio. Et c'est quand que tu fais ton retour à la radio ou... J'ai pas ça sur mes projets. Après, on dit, il faut jamais dire jamais parce que, tu vois, la vie, c'est des aléas. Des fois, tu as des projets comme ça qui tombent sur la table, des propositions. Donc voilà. Mais en tout cas, dans un futur proche, disons que je suis sur autre chose pour l'instant. Ok. Bah là, on te voit, Alibi, au cinéma. Alibi, c'est le cinéma, c'est le gangster dans le cinéma, c'est celui qui fait la sale besogne et tout ça. Moi, j'aimerais bien te voir dans un autre registre. Tu vois, un alibi policier ou un alibi politique lover. Ça serait marrant, ça, par contre. Ouais, c'est sûr que... Sérieusement, tu te sens capable de faire le lover, tu vois, dans un truc comme ça où le policier... Le policier, comme disait Kerry James, les flics noirs sont des traîtres et j'en bave de rage. Après, moi, je pense que quand t'es acteur, il faut être capable de tout jouer. Après, le souci, c'est vrai que je pense que les projets qu'on me propose, ça tourne autour de la street, autour de choses que j'ai vécues, des choses que j'ai dit dans mes disques. Après, je pense que c'est peut-être ce qui parle aux gens, aux réalisateurs, aux auteurs qui écrivent. Mais ce que tu dis, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Et je pense que justement, que quelqu'un comme moi qui a une image de rap hardcore, après jouer un rôle différent, tu vois, qui sort vraiment de ce que je connais, je pense que ce serait une bonne chose. Ça pourrait être bien, ça pourrait aussi donner des idées. Donc après, pour l'instant, je te cache pas, j'ai pas de proposition pour jouer un médecin, pour jouer un homme amoureux. Mais imaginons Claire, imaginons on te demande de faire un genre de rôle LGBT, comme J-Star. Tu prends ou pas? Non, mais on m'a pas proposé ça. Et, tu vois, tu serais capable? Je pense pas qu'on me proposera ça. Bah, J-Star, c'est dans le show business, c'était le voyou. On lui a proposé de faire un rôle de gay. Ouais. Il a accepté. Toi, tu serais capable? Après, Joey Star, c'est Joey Star. Tu vois, moi, je juge pas les gens. Non, c'est pas juger les gens. Je te dis simplement si t'es capable de faire comme lui. Ça dépend. Je serais capable de faire quoi, exactement? Le film où tu joues le rôle d'un gay. Je crois pas. Ça dépend le cachet. Non, mais c'est même pas une question de cachet, en fait. C'est que... En fait, j'ai besoin de me projeter, en fait. Bien sûr. À me projeter, en fait. Non, je te titille. Et voilà, bon. Là, je te dis, je vais te dire une dernière question. Je vais te poser une dernière question. C'est pour toi, la street, la cité, en quelques mots. Comment tu la décrirais en quelques mots? Comment je décrirais la cité? Ouais. Ça veut dire en bon ou en mauvais? En bon ou en mauvais. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Comment tu la vois, tu vois? Non, la cité, ça m'a apporté énormément. Je suis la cité. La cité, c'est moi. La cité a fait de moi ce que je suis. Là, devant moi, j'ai la Courneuve. Les 4000, elle est devant moi. Hein? C'est ça. Les 4000, le rap de rue en personne. Donc voilà, c'est pour ça que moi, jamais je cracherai dans la soupe, dire la cité, ceci, cela. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, tu vois, si je peux faire des trucs même différents du rap, tu vois, par exemple, être après une vidéo, commenter un match de foot de Ligue 1, ou voilà, ou tourner dans un film, ou je sais pas, rencontrer des gens qui n'ont rien à voir avec ma culture, je le dois à ça parce que c'est ce que je suis. Et je pense que des albums comme 1260 jours, Numéro d'écrou, Inspiration guerrière,
ont amené tout ça et ont permis au Alibi Montana d'exister et d'exister à travers les gens. Parce que tu vois, les gens que j'ai rencontrés, par exemple, aussi bien réalisateurs que des gens du sport, ce sont des gens, par exemple, qui ont écouté des titres à moi, et c'est des titres à moi d'abord qui leur a parlé. Et c'est ça ensuite qui leur a donné envie de me connaître et de travailler avec moi sur certains projets. Donc c'est pour ça que je te dis que le Alibi Montana, c'est la rue, c'est la street, et pour toujours, pour tout le temps. Aïe, aïe, aïe. Allez, on est avec Alibu Montana. Le refrain, Underground Haïti, force à lui. Aïe, aïe, aïe. Si, si.